Flavie Durand-Ruel, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans la galerie d'art contemporain de votre mari à Bruxelles et dans lequel vous avez vos locaux. Vous êtes spécialiste au sein de la CNES en peinture. Quelle est votre spécialité dans la peinture? Je travaille beaucoup sur les tableaux impressionnistes et post-impressionnistes et ma spécialité, c'est le travail que je fais sur le catalogue critique de l'artiste Albert André, qui est un post-impressionniste, et je fais ce travail en collaboration avec Béatrice Roche, directrice et conservatrice des musées du Gard, et son prédécesseur Alain Girard. Donc nous sommes trois pour jeter un œil critique sur les tableaux d'Albert André. Pour analyser un tableau, il faut regarder bien évidemment le tableau lui-même, la technique utilisée, ses dimensions, sa palette de couleurs, éventuellement les sujets qui ont été peints pour voir si ça correspond avec la créativité de l'artiste et à quelle période, si c'est plus Nabi au début de sa période dans les années 1890 ou plus paysagiste ou plus orienté vers la nature morte vers la fin de sa vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre travail sur ce peintre? Son parcours est très agréable à raconter. En fait, il naît à Lyon en 1869 dans une famille qui travaillait dans la soie. Donc il va, passionné par le dessin, il va commencer par peindre sur la soie. Et au bout de 4 ans, à 20 ans, son papa va l'autoriser à partir à Paris, s'inscrire à l'Académie Julian, où il va rencontrer les futurs Nabi, tels Valta et Maurice Denis Bonnard, mais également Georges d'Espagna. Et pourquoi je veux parler aussi de Georges d'Espagna, c'est que Paul Durand-Ruel, qui a été vraiment le découvreur, défenseur des artistes impressionnistes, va par la suite découvrir et défendre une deuxième école, qui est en fait sa troisième école, parce qu'il a d'abord défendu l'école de Barbizon. Et cette troisième école, ce sont les post-impressionnistes qui sont représentés par Albert André, Maxime Maufra, Henri Moret, Gustave Loiseau et Georges d'Espagna. Et ces artistes travaillent dans la continuité des impressionnistes, à vouloir peindre en extérieur des scènes de la vie aussi bien citadine que campagnarde. Et pour les collectionneurs, ces tableaux sont comme des fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Dans le travail d'Albert André, je vais vous montrer des tableaux absolument magnifiques. Le premier tableau, ça va être le tableau La femme au pan, qui est sans doute un de ses chefs-d'œuvre, qui est un tableau qui fait 2 mètres sur 3, qui est très très grand et qui date de 1895. Ce tableau vient juste après la rencontre de l'artiste avec le marchand. C'est l'heure du salon officiel de 1894 que Renoir voit les tableaux qu'Albert André expose et dit à son marchand « Oh, regardez, cet artiste a l'air intéressant ». Et Durand-Ruel, qui est un homme absolument passionné, qui défend l'art avant toute chose, avant les idées politiques ou les croyances religieuses, fait tout à fait confiance dans ces artistes. Il a rencontré Monet grâce à Charles-François d'Aubigny, il rencontre maintenant Albert André grâce à Renoir. Donc, très modestement, il dira lui-même dans ses mémoires, c'est les artistes qui m'apprennent tout et c'est par eux que j'avance et que je construis la défense des artistes que je veux offrir. Et donc, Renoir représente Albert André à Durand-Ruel qui va tout de suite être conquis par son travail et dès 1895 va acheter les œuvres régulièrement de l'artiste. Donc, ce travail que je fais sur le catalogue critique m'est largement facilité par les archives Durand-Ruel et par le fait que le marchand, son marchand principal Paul Durand-Ruel, lui a acheté presque 800 œuvres qui sont passées par la galerie et pour lesquelles on a des références. Une des particularités de la maison Durand-Ruel, c'est de mettre au dos des œuvres qui passent par la galerie des étiquettes blanches tout à fait sobres, sur lesquelles figure un numéro qui est en général un numéro de stock ou un numéro de dépôt, et d'écrire au dos sur le châssis un numéro en bleu marine ou en noir qui correspond à un numéro de photo. C'est-à-dire qu'à partir de 1891, la maison Durand-Ruel va photographier tous les tableaux qui passent par la galerie. Donc on a plus de 20 000 photos aujourd'hui. Ces photographies, ironiquement, sont en noir et blanc, mais nous permettent, quand on est interrogé sur un tableau, de pouvoir comparer l'original avec la photo noire et blanche. De ce numéro de photo, alors on va aller dans les différents livres de stock ou de dépôt, parce que les manières de procéder du marchand sont diverses. On peut déposer des tableaux pour une exposition et le tableau ne va pas forcément rentrer tout de suite dans le stock de la galerie. Il va peut-être être acheté par la suite quand le marchand sera convaincu ou quand le marchand aura un acheteur. Ou alors, Durand-Ruel, afin de promouvoir ses artistes, c'est sa spécificité, va leur verser quasi une somme mensuelle afin que les artistes puissent créer sans crainte du lendemain. C'est-à-dire qu'en échange, les artistes accordent aux marchands l'exclusivité de la production de leur travail. Et donc c'est pour ça qu'on voit dans les livres de stock des achats massifs. On voit par exemple Durand-Ruel qui va acheter 20 tableaux à Albert André à une date bien précise et va les rentrer dans son stock.
Certains, il va réussir à les vendre très vite, d'autres, il va mettre 10 ans ou 20 ans. Pour Durand-Ruel, ce qui est important, c'est que les artistes soient reconnus à leur juste valeur et que les tableaux soient vendus au juste prix. Donc s'il n'y a pas d'acquéreur à un moment clé, ce n'est pas pour autant qu'on va brader et descendre les prix. On va maintenir la cote, tant pour l'artiste que pour le marchand, c'est dans leur intérêt commun. Pour revenir à Albert André, donc il monte à Paris en 1994, il est à ce salon où on découvre ces tableaux. Et le tableau La femme au pan de 1895, vous voyez, c'est dans un style plutôt nabi, avec des touches de couleurs très vives. Et aussi cette influence un peu à l'époque de Gauguin, on voit une jeune femme parmi ces grands plumes de pan, un peu comme si elle avait des traits de bretonne ou de haïtienne, donc un peu la nature à l'état neutre. Elle a ce torse nu et elle est complètement emmitouflée dans ce décor de plumes de pan très coloré, et puis avec un pan blanc pour un peu, je pense, permettre au regard du spectateur de faire une pause sur cet éclat de couleurs absolument magnifique. Je vais revenir sur quelque chose que vous venez de mentionner à l'instant au sujet des photographies d'œuvres. Vous avez dit qu'il y a plus de 20 000 photos? Oui, parce que la galerie a commencé en 1825 par le père de Paul Durand-Ruel, d'abord des aquarellistes anglais, et puis des artistes français qui seront connus plus par la suite, Delacroix, l'école de Barbizon, donc Millet, Corot, Théodore Rousseau, et puis après les impressionnistes et les post-impressionnistes. Comme vous l'aurez compris, ils sont des passionnés d'art, donc ils achètent tout ce que l'artiste propose. Donc dans les photos, on a 1500 photos de Monet, on a 400 photos de Cassatt, on a 200 photos de Manet, donc ça va vite, et sont photographiés aussi les dessins préparatoires ou les aquarelles ou les pastels. Et par exemple, à la mort de Degas, quand il meurt en 1917, pendant 2 ans, il va avoir des ventes de son atelier. Et Durand-Ruel va photographier toutes les œuvres de l'artiste qui se trouvent dans son atelier. Donc on a de nouveau, jusqu'au moindre petit dessin. Donc on a, je crois, plus de 3000 photos de Degas. Donc c'est des références, si vous voulez, pour nous c'est le point de départ de notre travail. On compare la photographie avec le tableau original pour s'assurer qu'on parle du même tableau. Donc vous vous retrouvez en face d'une œuvre que quelqu'un vous apporte d'Albert André pour l'intégrer dans votre catalogue critique. Que faites-vous? Je vois un tableau, je rentre dedans par le regard, j'analyse la composition, d'abord les couleurs. C'est vraiment une palette bien précise de couleurs vives mais douces, des bleus, des roses, des blancs, des verts pâles, des verts pommes, des verts foncés sapins, enfin, un dégradé de couleurs très beau. Puis je regarde la composition, qui est souvent une composition, soit un paysage, mais toujours avec cette couleur, cette luminosité douce et forte à la fois. C'est-à-dire que les impressionnistes peignaient l'instantanéité, l'impression de ce qu'ils voyaient. Albert André va suivre cette idée, mais en mettant quelque chose de vaporeux par rapport à un impressionniste plus flamboyant. Ensuite, une fois que j'ai regardé le tableau, je le retourne, je regarde le dos, les numéros qui sont inscrits sur le châssis, les étiquettes blanches. Souvent, les étiquettes Durand-Ruel ne sont pas des étiquettes Durand-Ruel à proprement parler, ce sont des étiquettes blanches toutes simples. Donc, les collectionneurs n'ont pas forcément le réflexe de nous contacter par le fait que Durand-Ruel n'apparaît nulle part. Mais ces étiquettes vont me donner des références et je vais pouvoir aller voir si nous avons un numéro de photo, me conforter dans mon premier ressenti que c'est un bon tableau en le comparant à la photographie éventuellement des archives. Ce que nous avons comme force avec Béatrice Roche et Alain Girard, c'est que les musées du Gard ont hérité en don de très nombreux tableaux d'Albert André. Donc notre œil à tous les trois a pu se nourrir, se former en voyant un grand nombre de tableaux de l'artiste. Et je pense que pour un expert quel qu'il soit, la chance de pouvoir voir un nombre quand même important d'œuvres vous permet peut-être d'acquérir une notion de ce qu'est un tableau ou une œuvre d'un tel ou tel artiste. C'est courant pour un expert de travailler avec des musées de conserve? Alors, les conservateurs n'ont pas le droit, entre guillemets, d'être spécialistes et experts pour un catalogue critique et donner un avis pertinent. Mais ils peuvent nous soutenir en tant qu'experts indépendants pour que notre regard ne soit pas basé que sur une seule personne. Finalement, l'être humain, comme les ordinateurs, font des erreurs
Il vaut mieux être 3 ou 2. Et donc ces conservateurs qui ne sont pas experts ont quand même un nombre de connaissances très enrichissantes pour l'expert que je suis. Donc ça, c'est un tableau de l'oiseau. Donc un peintre post-impressionniste, on reconnaît bien le côté suiveur impressionniste, mais avec une autre luminosité. Alors l'oiseau est un autre artiste de cette école post-impressionniste défendue par Durand-Ruel. Et là, vous voyez des mauves et des bleus pâles absolument sublimes. Et alors, les tableaux impressionnistes, comme les post-impressionnistes, comme d'ailleurs beaucoup de tableaux, il faut les regarder longtemps, contrairement à ce qu'on croit. On peut les regarder quelques secondes. En quelques secondes, le cerveau assimile, aime, apprécie ou n'apprécie pas. Mais plus on les regarde, plus on voit de choses, une plus grande profondeur, un détail qui a été mal vu ou inaperçu. Et c'est ça la richesse des artistes de cette période, en tout cas. Alors, au dos de l'œuvre, vous avez ici une étiquette blanche toute simple sur laquelle figure le nom de l'artiste, l'oiseau, le titre de l'œuvre, l'heure en hiver, et un numéro 7522 qui est un numéro de stock qui va nous permettre de savoir quand le tableau a été acheté, à quelle date précisément il a été acheté à l'artiste. Le numéro ici, bleu souligné ou pas, est un numéro de photo qui correspond donc à la photographie qui a été prise par Durand-Ruel à la galerie et qui va nous permettre aussi, on a la date de la prise de la photographie. Donc toutes ces informations vont nous faire comprendre l'histoire de l'œuvre et concorder l'image, la photographie Durand-Ruel avec le recto de l'œuvre. Vous avez dit que la galerie avait en exclusivité la commercialisation des œuvres de ce peintre. Alors comment se fait-il qu'il y ait des œuvres qui ne soient pas répertoriées par la galerie? Parce que l'artiste Albert André avait une fille, Jacqueline Brett-André, une fille adoptive, à qui il a légué beaucoup de tableaux, qui par la suite a fait un don de ces tableaux en partie au musée du Gard, donc dans le sud de la France, et une autre partie au musée de Montbéliard. Et aussi, certains tableaux peuvent se trouver dans des collections privées, puisque parfois les artistes font des cadeaux ou vendent exceptionnellement, en prenant leurs marchands, en tout cas Durand-Ruel, des tableaux qu'ils vont vendre. D'accord, le marchand était au courant de ces dons ou de ces... Oui, le marchand était au courant. C'est-à-dire que c'est très délicat. C'est-à-dire que l'exclusivité, avec chacun des artistes, a marché et fonctionnait différemment. Avec Monet, au bout d'un moment, Monet était un peu inquiet d'avoir qu'un seul marchand. Il trouvait que ce n'était pas sain pour lui d'avoir un seul marchand. Il est allé voir Georges Petit, il est allé voir d'autres marchands. Durand-Ruel était furieux, mais ce n'était pas illogique. C'était presque même plus sain pour Durand-Ruel, qui est un peu un échange entre galeristes et artistes. Mais lui défendait le fait qu'il fallait maintenir envers et contre tout la cote de l'artiste. C'est là qu'il pouvait se différencier. Et aussi, d'autres tableaux ont pu passer par d'autres galeries parce que parfois, Durand-Ruel n'avait pas les finances assez solides, puisqu'il avait été traité de fou pour avoir défendu les impressionnistes. Beaucoup de collectionneurs l'avaient délaissé et il a traversé à 2 reprises la faillite. Quasi. Il a frôlé la faillite. Et donc, il faisait appel à des marchands pour s'associer avec lui pour pouvoir acheter les tableaux et soutenir les artistes. Donc, des tableaux ont pu acheter à demi par Durand-Ruel et un autre marchand, puis par la suite vendus par l'autre marchand. Donc, on peut avoir un historique qui n'est pas entièrement centré dans les archives. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez partager sur Albert André? Sur Albert André, j'avais un autre tableau que je voulais vous montrer, qui est assez incroyable parce que c'est un tableau qui s'appelle L'Estaque, une marine d'Albert André de 1894. Et alors, par le biais des photographies que nous avons de ce tableau, c'était très bizarre parce qu'on l'a représenté et j'avais une version du tableau avec un seul arbre et une version avec 2 arbres. Et grâce aux photographies qu'on a retrouvées aux archives Durand-Ruel, on a pu s'apercevoir que quand le peintre a déposé le tableau en 1894, la première fois, le tableau n'avait qu'un arbre. Je ne me rappelle plus sur la gauche ou la droite, je n'ai plus le tableau en face de moi. Et par la suite, il a été envoyé à la galerie de New York, de la galerie de Paris à la galerie de New York. Et bizarrement, on le retrouve avec 2 arbres. Et en fait, on s'aperçoit que la composition est beaucoup plus logique et posée avec le 2e arbre. Donc on peut imaginer que le marchand et l'artiste ont dû en discuter et que l'artiste a rajouté l'arbre par la suite. Mais c'était toute une énigme à résoudre pour bien réaliser que le tableau était tout à fait bon, mais avait été modifié à un moment donné du vivant de l'artiste, 1 an après sa première version. C'est fascinant. Ah, c'est fascinant. Et c'est ça qui est fantastique dans la peinture, quand on aime la peinture ou la musique ou autre chose, et qu'on peut faire des découvertes
sur l'historique. Alors parfois, ces histoires touchent très peu de personnes, mais nous enthousiasment. Flavie Durand-Ruel, merci beaucoup. De rien.